Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? J'attends de voir déjà sur YouTube si ça arrive. Le petit de latence. Voir si j'ai pas de soucis de son. Ok, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? S'il y a des gens qui regardent, et s'il y a des gens dans le chat qui peuvent me confirmer que tout fonctionne bien avant de commencer, que je ne parle pas dans le vide, ça serait bien. Il y a un petit peu de latence, donc bon. Alors, on va commencer live. J'attends juste confirmation si quelqu'un sur le Discord ou sur le chat peut me dire que ça fonctionne et que vous m'entendez. Yep. Ok, donc j'ai eu une confirmation, ça me va. Donc on va pouvoir commencer ce live. En fait, je voulais créer un produit SaaS. Donc un SaaS, c'est un software as a service, c'est-à-dire en gros quelque chose que les gens vont payer en ligne pour avoir un service. Donc vous en connaissez plein. Dans le monde de Laravel, il y a Forge, par exemple, il y a Envoyer. Puis il y a plein d'autres services comme ça. Algolia pour la recherche, Pusher pour les notifications. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et moi, je voudrais créer un petit service SaaS, donc ce ne sera sans doute pas un grand truc, mais qui me permet de générer ce genre de graphe. Alors ce genre de graphe, pour l'instant, c'est juste un proof of concept, c'est juste un petit bout de code, c'est 50 lignes de code que j'ai mis dans un fichier PHP, mais qui permet de générer un graphe des langages utilisés sur un projet. Ici, vous voyez les commits, donc ça c'est par commit, et on voit en fonction des commits les langages qui sont utilisés. Donc l'avantage, c'est qu'on voit l'évolution de sa code base, donc de son code, en fonction de nos commits, en fonction de ce des avancées de notre application. Donc on voit ici par exemple que j'ai introduit Vue.js progressivement. Hein. Au début on n'en avait pas, puis on commence à avoir du Vue.js. Et puis si on descend vraiment tous les commits, on voit que la code base évolue. Puis on peut voir un petit peu ce qui grossit, ce qui grossit pas. Donc ça, c'est l'objectif final, on va dire, d'aujourd'hui. C'est d'avoir ce genre de choses, mais sur une vraie application Laravel, parce que là, c'est juste un fichier PHP que je vais vous montrer juste après. Donc d'avoir vraiment quelque chose de correct, de propre, où on puisse le demander pour n'importe quel projet. Ce que j'aimerais bien, c'est que pour n'importe quel projet open source, on puisse dire, voilà, Laravel/framework, et puis c'est parti, calcule-moi les statistiques, et je peux avoir un joli graphe comme ça. Ensuite, j'ai un deuxième graphe qui peut être pratique aussi. Et celui-là, c'est le graphe des modifs. Alors s'il fonctionne, voilà. Donc ça, c'est un graphe qui me montre les plus et moins, en fait, en fonction mes commits qui ont le plus ajouté de code et les commits qui ont le plus retiré de code. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi pour savoir un petit peu dans quelle direction je me dirige. Bon, il y a beaucoup de commits qui rajoutent du code, mais voilà, j'ai eu des gros commits qui me permettent de nettoyer un peu le code, qui peuvent être intéressants à traquer. En vrai, je ne sais pas si des gens seront intéressés pour payer pour ce genre de service, mais au moins pour des projets open source, ça sera gratuit et ça permettra de un peu suivre l'évolution de sa codebase. Donc ça, c'est les deux graphes que j'ai pour le moment actuellement qui fonctionnent. Hein. C'est un script PHP qui fonctionne et que j'aimerais bien, on va dire, industrialiser un petit peu, avoir un truc un peu plus solide en Laravel. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord si vous êtes présent sur le Discord. Je regarde un petit peu, bon, la 4G va sans doute faire des siennes à un moment. Effectivement, la 4G commence à faire des siennes. Mais bon, on va faire avec. Si ça bug, n'hésitez pas à me le dire, à me mentionner sur le Discord, je le verrai. Et comme ça, je pourrai essayer d'attendre ou voir autre chose. J'espère que la 4G va quand même tenir le coup. Ouais, ça a l'air d'être reparti. Il y a eu un petit souci à un moment. Bon. Ok pour ça. Donc maintenant, je vais continuer à parler. De toute manière, il y a un enregistrement que je fais à part. Donc a priori, même si la qualité du live n'est pas terrible, je mettrai l'enregistrement, je pense, en qualité complète sur YouTube à terme. Ça me prendra 3 heures à uploader, mais c'est pas très grave. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer sur le code que j'ai actuellement. Donc le code que j'ai actuellement, le principal code, c'est celui-là. Ça me permet de récupérer justement tout ce qui est commit et de du coup les utiliser, on va dire, de les enregistrer, d'enregistrer les statistiques. Je regarde quand même que c'est bien reparti. Ça a l'air d'être encore un petit peu pas terrible au niveau de la 4G, mais bon. Donc au niveau du code, ce que je fais, c'est que je vais analyser un repository Git. Ensuite, je vais récupérer, on va dire, tous les commits à ce niveau-là. Et pour chacun des commits, donc je vais faire un for each de tous les commits, je vais exécuter une commande qui est cloc. Alors j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, cloc, c'est un outil qui permet d'analyser une code base, donc analyser
un repository Git, et de vérifier, enfin de récupérer le nombre de lignes de code par langage. Donc ce qui est plutôt pratique, on va dire. Donc ça, c'est l'objectif d'intégrer ces 45 lignes de code dans un projet Laravel. Hop, je regarde s'il y a des questions. Pas de coupure par chez moi. Ok, bon, si ça n'a pas de coupure chez vous, parfait. Je vais peut-être quitter un des deux, comme ça va peut-être me soulager ma bande passante. Alors, du coup, je vais commencer avec un nouveau PHP Artisan Serve. Hein. On va faire dans le classique. Et je vais avoir ma welcome page de Laravel, que vous connaissez bien. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une URL, on va dire, un peu générique et de pouvoir faire /GitHub, par exemple, /Illuminate, ou plutôt Laravel /framework. Donc de ce genre-là, une URL de ce genre-là, qui va nous permettre de automatiquement analyser un repository qui est sur GitHub et qui est en public sur GitHub. Après, si je veux faire quelque chose de payant, ça sera sans doute sur quelque chose pour, on va dire, pour justement les repositories privés, pour pouvoir mettre son propre projet qui est sur un GitLab privé ou un GitHub privé, mettre une clé publique, ce genre de choses, et du coup pouvoir l'analyser quand même. Donc on va commencer tout de suite par créer une nouvelle route et voir si on peut récupérer un petit peu tout ça. Donc route web.php, on va garder la route par défaut pour le moment, et on va faire une route sur /GitHub/. Alors là, ça va être un petit peu bizarre, on va mettre author, et puis repository peut-être, ce genre-là. Et puis on va avoir un repository controller @show. Donc je vais créer tout de suite ce contrôleur. Hop, PHP artisan make controller, repository controller, très bien. Repository controller, on va créer la fonction show. Première chose, je vais faire un DD de tout ce que j'affiche et normalement ça devrait nous faire fonctionner les choses. Alors on récupère pas, ça c'est un peu chiant, c'est qu'on récupère pas les choses, mais je peux faire le DD de author normalement. Hop. Et de, on a dit repository. Donc là on a bien Laravel Framework et on va pouvoir commencer à faire certaines choses avec ça. Donc la première chose à faire, c'est de construire l'URL. Donc on va aller sur Laravel /framework par exemple. Et donc cette URL là, normalement on peut directement la clone avec GitHub, donc on va pouvoir construire l'URL assez facilement. Donc je vais avoir l'URL qui va être égale à ça, et à l'intérieur on va pouvoir remplacer les choses. Donc on va enregistrer l'author qui va être request author. Donc on va créer deux variables, parce que comme ça va nous permettre ici de mettre juste $author, $repository. Donc ça va nous permettre de concaténer, on va dire, la chaîne de caractères de manière assez simple. Donc là, on a construit notre URL GitHub déjà. Donc c'est déjà un bon point. On va pouvoir l'afficher. Et normalement, c'est la bonne. Et on devrait pouvoir cloner ce genre de choses. Je regarde quand même s'il n'y a pas de questions sur YouTube et sur Toutouk. Bonjour, pas de souci. OK. Donc maintenant, on va pouvoir clone ça. Alors pour clone ça, j'ai déjà fait avec certaines choses, hein, je vais vous montrer, ça fonctionne. Je ne fais même pas de clone, je le fais à la main le clone. Mais normalement, c'est possible de le faire avec la librairie que j'utilise, donc gitomi/gitlib, qui permet de clone ou de faire d'autres choses. Donc je vais aller ici, je vais faire un composer require de cette bibliothèque-là, et on va pouvoir l'utiliser. Alors je vais tout de suite aller sur la doc. On va chercher ça, et on va regarder la doc pour voir un petit peu comment ça fonctionne pour récupérer un repository. Donc ici, on voit qu'on peut cloner un repository dans un dossier. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais cloner le repository Laravel dans un dossier. Donc ici, gitonme git admin. Donc c'est un peu bizarre comme terme, je trouve, comme nom de classe, mais bon, pas très grave. On va le clone dans un dossier spécifique et ça va être notre URL. Donc là, je vais faire $URL. Et le dossier, on va le mettre dans storage path. Et là, même chose, on va avoir un petit peu de complexité. Donc on va mettre dans un dossier GitHub /author/repository, je pense. Ça sera ce qui sera le plus générique. Donc comme ça, on sera unique et on pourra le clone qu'une seule fois. Et donc du coup, ne pas avoir le reclone à chaque fois. Parce que c'est assez long de clone un repository.
Donc on va voir si ça fonctionne et si on peut ne pas à chaque fois le refaire. Si je reviens là-dessus, hop, si je réactualise la page, alors git admin not found, pourtant ça a bien été inclus. Ah oui, il faut l'importer juste. Ok. Tac. Je vais le alias en git parce que je trouve admin pas très clair. Donc on va faire git clone to. Storage path, donc là ça va être notre chemin dans notre storage, donc dans notre storage app. Ici on va voir le chemin. Et l'URL qu'on vient de construire ici. Donc en fait on n'avait pas besoin de construire normalement une variable. Et normalement ça devrait nous donner un repository. D'ailleurs je vais enregistrer ça, voir s'il nous retourne un repository. Parce que s'il nous retourne un repository, ce sera vachement bien, on pourra directement travailler dessus sans avoir besoin de le recréer après. Ok, on relance le code et cette fois-ci ça va être beaucoup plus long parce que normalement on est en train de cloner le repo Laravel. Alors c'est peut-être pas un bon exemple le repo Laravel parce qu'il est assez gros. Peut-être que je devrais plutôt faire Laravel/Laravel, oups, qui est un repo quand même un petit peu plus petit et qui est peut-être un peu plus intéressant d'ailleurs parce qu'il a du PHP, il a des ressources, il a du JavaScript, du SAS, etc. Donc ça serait peut-être plus simple de faire un Laravel/Laravel pour avoir quelque chose de plus rapide et de moins et même de plus intéressant au niveau des stats pour tester. Donc ensuite, pendant qu'il clone, on va devoir faire certaines choses à partir de ce repository. Donc si on revient sur mon index.php que j'avais déjà fait, on va faire repository getWorkingCopy, ensuite getLog pour master. Alors même chose, ça master, ça sera quelque chose qui sera configurable par la suite, mais pour le moment, je veux vraiment faire un proof of concept, donc je ne veux pas trop m'embêter avec ça. Je vais garder master tel qu'il est, et je ne vais pas m'embêter à avoir plusieurs branches, pouvoir faire ce genre de choses. Donc ici, on va pouvoir faire log égale, et j'ai dit repository getWorkingCopy et getLog master. Le problème de ça, alors si je vais afficher log quand même, le problème de ça, c'est que ça nous renvoie un itérateur, et c'est pas super pratique à utiliser avec les collections Laravel, et j'aime bien les collections Laravel. Donc je vais peut-être plutôt faire ce que j'ai fait, la même chose ici, le itérateur toArray, pour le transformer en itérateur en tableau, en vrai tableau. Donc en fait un itérateur c'est quelque chose qui est lazy, c'est-à-dire que en gros un itérateur il va pas charger tout le tableau en mémoire, il va le faire les commits les uns après les autres et il va récupérer le commit suivant quand on lui demandera. Donc c'est plus efficient au niveau perf, mais pour le moment voilà, on va pas trop se soucier de perf, on va essayer de faire ce qui est le plus simple et ensuite si on a des problèmes de perf on essaiera de faire mieux. Donc je vais revenir ici, est-ce que lui il a commencé? Donc ouais, lui il a réussi à pull le repository, donc c'est parfait. On voit qu'il nous a bien renvoyé un objet de type repository, donc on va pouvoir travailler avec. Et si je vais dans Storage, hop, dans Storage, GitHub, Laravel, Framework, on a ici toutes les infos. On a vraiment le framework avec branch, object, headstack. En fait, c'est pas vraiment un repository classique ça, j'ai l'impression qu'il l'a cloné un peu de manière bizarre, on n'a pas accès au code, donc c'est pas trop ce qui nous intéresse. Si on revient ici, on peut cloner un non-bear repository. Alors je sais plus ce que c'est bear en Git, mais c'est quelque chose de connu. C'est un truc que j'ai déjà entendu parler. On va en profiter pour ajouter le app pour que ce soit app GitHub, pas juste dans storage directement. Et on va aussi en profiter pour cloner du coup Laravel/Laravel. Ce sera plus rapide et plus performant. Hop. Le sujet, Josh Shaw, je ne sais pas s'il est sur le live, créer un SaaS en Laravel. Je ne sais pas s'il est sur le live parce que je ne me sens pas avoir beaucoup de monde sur le live en mardi après-midi en pleine journée, enfin en pleine semaine. Donc vous voyez là, ça prend quand même beaucoup de temps. Working copy get logs qui n'est pas une fonction. Alors, on a un petit souci ici. Get working copy get log n'est pas une fonction. Ah non, en fait, WC, tac, c'est directement sur le repository qu'on va appeler. Ok, c'est directement sur le repository qu'on va appeler getLog. Donc je vais juste mal copier mon code. Donc ici, on va récupérer le working copy du truc et on va récupérer le log à partir directement du repository. Voilà. Et donc on va pouvoir faire WC ici, wlog. Ça, on va le collect
pour avoir un accès. Et par contre, si on regarde dans app, GitHub, Laravel, on a tout le code source cette fois-ci. Donc on a vraiment ce qui nous intéresse et ce qu'on va pouvoir analyser. Là, on a vraiment tout le code source. Donc c'est parfait. Ok, je réactualise. Donc là, c'est le problème, c'est qu'il existe déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop. On va nettoyer, pour le moment, on va nettoyer à chaque fois, on va le reclone à chaque fois, mais à terme, il faudra trouver un système de cache pour dire que s'il existe déjà, bah, on va pas le recréer, ça sert à rien de recloner quelque chose si ça existe déjà. Donc je vais delete le folder pour le moment. Et on va réessayer de reclone depuis 0 et voir s'il nous affiche bien le working copy, le log, pour qu'on puisse commencer à analyser les choses. Donc bien sûr, à terme, tout ça, ça sera fait en tâche de fond, hein. On utilisera le système de queue de Laravel pour ne pas nous planter directement la chose. Donc là, on voit le repository. Donc repository 192, je sais pas trop ce que... Ah oui, non, ouais, un repository classique. Donc ça, c'est le working copy, le repository. Et on a 5796. Si on regarde, ici, on a 5796 commits. Donc déjà, on a récupéré tous les commits depuis master. Donc ça, c'est parfait. On va pouvoir commencer à les analyser un par un. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer à enregistrer certaines choses. On va enregistrer en base de données un repository. Il va nous falloir une table qui enregistre les repositories pour qu'on puisse ensuite les réutiliser, savoir à quel point ils en sont, s'ils ont déjà été analysés, et voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau modèle. On va faire php artisan make model repository avec une migration. Si on va dans la migration, create repositories table. Donc là, dans notre table, on va avoir une string qui va être une URL unique. Donc on va stocker par URL, comme ça on pourra gérer GitLab, GitHub, etc. Sans trop se soucier des choses. Et je pense que ça sera à peu près tout. J'aimerais bien avoir le nombre de commits aussi, ici. Donc ici, on pourrait avoir number of commits. Et ce sera nullable parce que quand on va d'abord enregistrer la chose, il n'y aura pas le nombre de commits tant qu'on n'aura pas cloné justement le repository. Et quand on aura cloné le repository, on aura le nombre de commits et du coup, on n'aura pas besoin de voir ce genre de... On pourra remplir l'information. D'ailleurs, ça c'est un unsigned integer parce qu'il ne sera jamais négatif. Donc ça, c'est parfait. Et je pense que j'ai rien besoin d'autre. Alors j'ai besoin de configurer ma base de données. On va faire une DB connection SQLite. On va pas se prendre la tête. Et on va créer une base de données database.sqlite dans notre dossier database. Ensuite, il faut redémarrer PHP Artisan Server parce qu'on a changé le point .env et on va faire un PHP Artisan migrate. Ok, donc je vais pas supprimer users et password reset parce que de toute façon à terme j'aurai besoin de ces genres de choses. Mais on a créé notre table repositories. Alors je regarde s'il n'y a pas de questions. Toujours pas de questions. Donc c'est quoi l'objectif du live? C'est de faire ce genre de graphe pour n'importe quel repository. Voilà. Créer un graphe qui en fonction des commits nous affiche quel nombre de lignes par langage de programmation on a. Donc c'est l'objectif du live. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ça, donc nous ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer à faire des queues, je pense, rapidement. Quoique. Avec les queues, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir afficher, on ne va pas pouvoir faire de DD, ce genre de choses en queue, donc ce sera un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que ça nous simplifierait un peu la vie au niveau des perfs. Donc le truc, c'est que ici, on va créer un repository. À partir du moment où on a l'URL, on va créer un repository. On ne va pas s'embêter, on va directement le créer. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai juste ça comme information à mettre. Je peux importer ça. Ensuite, repository ici. Ok, j'ai enregistré mon repository. Ensuite, je vais faire repository clone. Donc en fait, on va encapsuler le clone dans le repository pour que ça soit un petit peu plus simple et qu'on n'ait pas besoin de gérer ce genre de choses. Ok. Donc ça, on va le mettre dans repository clone. Ok, très bien. Tac, public function clone. On va pouvoir importer git qui est là-haut. C'était admin.
as git. Le storage path, ce ne sera pas forcément GitHub pour le moment, mais on s'en fiche un petit peu. Le problème, c'est qu'on a... perdu, on va dire, l'information author repository à cet endroit-là. Pour l'instant, on n'a que l'URL ici. Si je fais dd, on n'a plus que l'URL de présente dans this. On n'a plus accès à juste author et repository, ce qui est un petit peu dommage. Tant que j'y pense, je vais mettre le fillable. On va réessayer ça juste pour vous montrer un petit peu. Add fillable to protected. Pourtant, je viens de le rajouter. Protected fillable. Protected guarded plutôt. Donc, on va dire que rien n'est protégé. Donc, voilà. Donc là, on a créé notre repository. Si je réessaye, on va avoir une erreur parce que j'ai dit que c'était unique et que du coup, on n'a pas le droit de recréer avec la même URL. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'à place de faire create, on va faire first or create. En fait, ça nous permet de récupérer le premier élément de la base de données ou de le créer s'il n'existe pas. Donc là, si je fais ça, tout fonctionne et je peux réactualiser plusieurs fois. On obtient toujours la même instance, on ne va pas réinsérer à chaque fois. On va récupérer celui qui existe déjà en base de données. Ensuite, ici dans notre this URL, ce qu'on peut faire, c'est faire un str after, je pense. Alors, on peut aller voir la doc de Laravel. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions hein, sur le Discord ou sur le chat hein, de YouTube. Je ne regarde pas tout le temps, mais bon. Donc Laravel a plein de helpers pratiques, surtout pour les strings. Et du coup, on va pouvoir récupérer pas mal de choses. Donc le truc, c'est de récupérer start with str after. Je pense que c'est str after. Donc on va récupérer ce qui est après this is my name, this is. Donc en fait, on va récupérer la my name. Donc nous, c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut récupérer ce qui est après GitHub. Donc si je fais ici, tac, on va récupérer dans this URL ce qui est après http github/com. Donc si je vous affiche ça, on obtient bien Laravel/Laravel. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir enregistrer ça dans repository. Hop. Donc ça, c'est dans repository, on récupère ce qui est après github.com. Et ensuite, du coup, on va pouvoir enregistrer ça juste repository. Donc dans le bon fichier. Donc ça, c'est bon. Repository name, plutôt on va l'appeler. Parce que pour ne pas avoir de conflit avec ce qu'il y a à côté. Ce qu'il y a après. Et là, on va pouvoir return d'ailleurs ce truc-là. Ok. Donc là, on va le stocker dans app GitHub repository name. J'ai pas oublié le fait que s'il existe déjà, on veut pouvoir le récupérer directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chemin, qui va être storage path. On va faire if file exist path. Donc si on a déjà le chemin, sinon on return ça. Donc en gros, si on a déjà le chemin, on va récupérer le repository depuis le chemin sans avoir besoin de le mettre à jour, etc. On verra pour faire les mises à jour plus tard. Pour le moment, on va le clone qu'une seule fois et ensuite on verra. Voilà, il y a plein de petits cas d'usage qu'on ne va pas gérer tout de suite. Hein. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de fonctionnel rapidement. Donc si le chemin existe, il va falloir qu'on récupère depuis le repository. Donc si vous regardez sur index.php, c'est ce que je faisais ici. Je faisais un new git repository sur website24. Donc ça, c'était un chemin qui existait. Donc ce que je vais faire, c'est exactement la même chose ici. Return. Hop. Je vais importer ça à git only git repository. Et ici, on va lui passer le path. Donc j'espère que c'est assez clair là-dessus. Si le chemin existe, on retourne le chose. Et hop, je peux directement enlever aussi le else parce que voilà, je n'ai pas besoin. Donc si le chemin existe, je return un repository avec le path. Sinon, je clone dans le path, je clone le this URL. Ici, c'est this URL. Donc à ce niveau-là, on n'est pas trop mal, je pense. On devrait réussir à avoir quelque chose de fonctionnel. Repository clone, ça va nous envoyer alors... on va appeler ça git à la place de repository, ce sera plus simple. Tac. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir la même chose qu'avant? La question, c'est est-ce que notre refactor a fonctionné? Est-ce qu'on va réussir à avoir la même chose qu'avant? Donc, si je réactualise ici, j'ai 2 fois repository, donc c'est ça qui a posé problème. Il va falloir que je fasse un alias encore.
parce que ma classe s'appelle repository et le truc s'appelle repository. Donc, il va falloir faire un alias. Hop. Alors effectivement, github.com en dur, c'est pas top. En fait, le truc que je pense faire à terme, ici, ce serait d'avoir une sorte de tableau avec, je sais pas, providers. Et on pourrait faire un truc genre GitHub avec HTTP GitHub. Et puis GitLab. Voilà, ce genre de choses. Et ensuite, on pourra rajouter Bitbucket ou ce genre de choses. Et on pourrait tester l'URL en mode, est-ce que si l'URL contient http github/com, dans ce cas-là, c'est un repo GitHub, sinon c'est un repo GitLab, et changer en fonction, voilà, les deux paramètres ici, les mettre dynamiques. Mais vraiment, l'objectif ici, c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc, je vais me concentrer sur GitHub, et après, on verra pour... ça devrait pas être trop compliqué d'intégrer GitLab ou ce genre de choses, pour le moment, dans le code existant. Mais effectivement, c'est pas final, en tout cas. Donc maintenant, si je reviens ici, on avait une erreur, je réactualise. Cette fois-ci, on n'a plus d'erreur. Et on a toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a récupéré bien notre repository, nos 5796 commits. Donc tout est bon à ce niveau-là. Maintenant, on va pouvoir parcourir les commits. Donc l'idée, c'est de parcourir les commits. Donc récupérer, à partir du repository, récupérer les commits. Et pour chacun des commits, on va devoir exécuter la commande cloc, et ensuite pour chacun des langues présentes dans la commande cloc, on va devoir les enregistrer en mémoire. Donc la première chose à faire, c'est d'enregistrer les commits. Donc pour faire ça, on va avoir un modèle qui va s'appeler commit. Si je vais dans create, alors j'ai fait une connerie, tac. Oh, je fais n'importe quoi. Tac. Donc si je vais dans Create Commits Table, est-ce que j'ai besoin d'un identifiant? Ça, c'est une grande question que je me pose. Est-ce que j'ai besoin d'un ID pour les commits? Ou est-ce que je ne mettrais pas directement le hash ici du commit? Ça serait aussi bien et ça me permettrait d'avoir on va dire un identifiant déjà unique existant. Ça pourrait poser problème, enfin, ça nous obligera à changer quelques trucs dans la Laravel, puisque la Laravel utilise tout le temps des identifiants et est habitué à avoir des identifiants qui sont numériques. Mais je pense que ça serait peut-être plus logique au niveau base de données d'avoir juste un hash, pas besoin d'avoir un identifiant et un hash. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je vais avoir juste un hash unique. Donc ce qu'on va faire dans commit ici, alors on va avoir notre protected de guarded égale rien du tout, comme d'hab. On va avoir un protected de keyType. Donc ça, c'est important pour dire à Laravel que notre key n'est pas un integer, c'est bien une chaîne de caractères. Et du coup, pour les requêtes SQL, sinon ça plante et ça pose plein de problèmes. Donc il faut faire un protected keyType. Eloquent model. Si on regarde keyType, voilà, protected keyType par défaut est à int et il faut le mettre à string si on veut changer ça. Et même chose, il faut qu'on change le primary key pour lui dire que primary key s'appelle hash ici. Donc ça va nous obliger à changer pas mal de choses, mais je pense que c'est préférable au niveau schéma de base de données, en tout cas. Donc maintenant, j'ai ma liste de commits. Donc pour chacun des commits, on va pouvoir faire un for each ou pour log each. Alors ici, c'est plus commits en fait. Non, je vais plutôt faire un log. Je vais garder log pour garder commits ici. Je vais vous montrer. Donc ici, on va récupérer un commit. Et si je fais un dd de commit, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Ok, donc je prends tous les commits du repository et je vais les map. Donc je vais récupérer chacun individuellement. Ok, donc ça c'est un commit. Donc on a la révision, ce qui s'appelle la révision de ce que j'ai appelé le hash. On a le repository et on a les données, donc le tree hash, l'author, ce genre de choses qui peuvent être intéressantes à enregistrer. D'ailleurs, j'ai oublié d'enregistrer le message. Dans notre base de données, on va avoir le message du commit, ce qui est quand même un champ très important de garder le message du commit. Et la date d'ailleurs du commit qui est aussi très intéressante. Donc dans ma migration, ici je vais rajouter un texte pour le message et je vais rajouter une date, un datetime
pour la date du commit. Clairement, ça va être ça va être la date du commit. Ensuite, on va pouvoir ici enregistrer notre commit. Donc, je vais utiliser commit, le app commit, create, et on va pouvoir enregistrer les informations. Donc, le hash, ça sera commit révision. Ensuite, le message, ça sera commit message, je ne dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises, a priori. Et enfin, dans toute la date. Alors, la date, c'est un petit peu particulier puisqu'il y en a plusieurs. Il y a la date time ici et la date time ici. Donc, le premier, ça a l'air d'être les mêmes. Ça a l'air d'être les mêmes, mais je pense qu'il y en a une qui est locale et une qui n'est pas locale. Je vais regarder juste celle que j'utilisais moi. On va pas s'embêter, hein, j'ai déjà fait un bout du travail. Quelle date j'utilisais? Ici, variation message, j'utilisais getAuthorDate. On va voir aussi si on peut la formater en carbone, ce qui serait plutôt pratique. DD carbone. Hop. Parce que je ne sais pas trop ce que c'est comme date, mais on va voir si carbone arrive à le parser. Donc non, il n'arrive pas à le parser. Est-ce qu'ils ont fait un new carbone? Est-ce qu'il arrive à le parser aussi? Non plus. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un objet datetime en fait qui est passé. C'est marrant que carbone n'arrive pas... Ouais, c'est un objet datetime. C'est marrant que carbone n'arrive pas à parser automatiquement un objet datetime qui n'est pas une condition en mode si c'est un objet datetime, transforme-le en carbone. Pour le moment, je vais juste le mettre comme ça dans... J'aime pas trop. Je vais faire comme ce que je faisais avant dans mon index, c'est-à-dire que je vais le formater. Hop, on va pas s'embêter pour le moment, on verra. De toute façon, on aura plein de trucs à modifier. Donc je vais le formater en YMD HIS et je vais ensuite le parser en carbone. Ce qui est complètement débile, je vous l'avoue, mais j'ai pas envie d'aller chercher pour le moment dans la doc de carbone comment faire plus facilement. Ça fonctionne en tout cas et ça sera parfait. Et ensuite, on va return ce commit. Du coup, on va transformer un commit de Gitali en un commit à nous qu'on va pouvoir enregistrer ici dans commits. Normalement, on a le même nombre, sauf que ce sera des objets commits. Le truc, c'est qu'ici, il faudrait qu'on fasse un first or create aussi. Parce qu'on n'a pas besoin de recréer à chaque fois les commits. On a aussi besoin d'enregistrer le repository de ce commit. Ça, c'est un truc un peu con, mais on a oublié de mettre le table unsigned repository ID. Donc ça, c'est important. Et on pourrait mettre même table foreign repository ID references. Je ne sais jamais s'il y a un S ou pas. References ID on repositories. Ok, on va essayer de migrer notre base de données. Oups. Ok, ça a fonctionné. Et ensuite, on va essayer de voir si ça fonctionne. Cannot access Alors, effectivement, révision, c'est une propriété privée. Donc, on va devoir utiliser les setters, enfin les getters. C'est un peu débile, mais voilà. Il y a get message et normalement, il doit y avoir get révision, je pense. Voilà. Il y a get message et get révision. Donc, même chose, get message ici et ici, get révision. Ça change strictement rien. Ils auraient pu les mettre en public, mais bon, tant pis. On a oublié d'importer carbone. Pas de problème. Alors, on a un problème de constraint parce que j'ai pas mis le repository ID, tout simplement. Alors, soit on peut le faire comme ça, soit ce que je vais faire, c'est plutôt utiliser notre repository qu'on a là-haut et utiliser une relation. Ce sera plus simple. Donc, on va faire return repository commits. Voilà. Donc, on va utiliser une relation ici vers commits. Donc dans repository, on va créer cette relation. Un repository a plusieurs commits. Et du coup, ça devrait fonctionner. Alors ça prend un petit peu plus de temps parce que là, on doit faire au moins 5700 et quelques. 5796 insertions.
Donc c'est pas forcément quelque chose qui va être rapide à exécuter. Est-ce que ça fonctionne encore? Oui, ça a l'air de fonctionner. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des problèmes de latence ou ce genre de choses. Et on va voir ça comme ça. Bon, alors là, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Normalement, ça devrait être fait vraiment en tâche de fond. Et on devrait par exemple faire des notifications à la personne avec un petit compteur en mode temps de commit sur temps analysé. Et puis voilà. Ce que j'espère, c'est qu'au deuxième passage, vu qu'il n'y aura pas d'insertion, ça sera un poil plus rapide. J'espère. Sinon, on commentera tout simplement ça et on fera pour le moment, on fera un système, on va dire, un peu bancal où on commande, décommente pour éviter de perdre du temps à juste exécuter les choses. En attendant, normalement, je devrais avoir quand même des commits. Si je vais dans repository first, j'ai ma base de données SQLite qui a l'air de galérer. Repository first, et si je récupère les commits, donc là j'ai 5796, ça veut dire qu'il a terminé. Effectivement, il a terminé. Ce qu'on a oublié de faire aussi, c'est qu'ici, après avoir clone, donc quand on clone pour la première fois le repository, on va récupérer le nombre de commits du repository. Alors je ne sais pas si on a quelque chose comme ça facilement avec Gitali. Est-ce qu'on regarde un petit peu repository, commit, repository, get commit, get parents, access the tree, get tree, get short, if commit. Je ne sais pas si on peut récupérer facilement le nombre de commits. Sinon on va le faire ici dans le contrôleur. Après avoir clone, après avoir récupéré tout ça, ici, on peut faire repository update number of commits. Et là, ça va être log count. Donc en fait, on va mettre à jour la colonne. Pourquoi on le fait maintenant ici? C'est un peu bizarre de le faire maintenant et de ne pas le faire. Enfin, ça devient un peu moche ici ce contrôleur quand même. Mais le truc, c'est que ça sera sans doute fait. Enfin, ça sera sans doute fait dans une tâche de fond. Et du coup, ça nous permettra directement de savoir le nombre de commits qu'il y a au total. Ensuite, on va faire dans des tâches de fond ce genre de choses d'analyse là. Et donc du coup, on va pouvoir, pour chaque commit, avoir... pour chaque commit, on va enregistrer un nouveau commit. Et ensuite, on pourra comparer du coup le number of commits total, du coup le total, avec le nombre réel de commits qu'il y a dans la base de données. Et du coup, afficher en temps réel à la personne le nombre de commits qui ont été traités, donc ceux qui sont dans la base de données, versus le nombre de commits qu'on a enregistrés au début. Donc ça va être assez rapide à faire. Et ensuite, ça va être beaucoup plus long parce qu'on va devoir faire les analyses dedans. Et du coup, on va pouvoir ensuite faire, voilà, faire une sorte de petit compteur ou de petite barre de progression. Tac. Alors oui, la vidéo sera sauvegardée normalement sur YouTube et vous pouvez me regarder après la vidéo. Ok, une fois que ceci est fait, on va pouvoir analyser les commits. Donc, comment on analyse les commits? Eh bien, on va faire pour chacun des commits. Déjà, je vais faire un DD de commit pour voir si on a bien quelque chose de correct. Et ensuite, on va voir comment on fait ça. Donc, je vais réactualiser, voir si c'est pas un peu plus rapide ou pas. Parce que là, on va quand même faire pas des insertions, mais on va... Ok, donc c'est assez rapide. Vous avez vu la page, bon, elle a mis 10 secondes à se charger. C'est impossible de mettre ça en production. Mais c'est assez rapide pour tester de notre côté sans avoir besoin de faire des magouilles, etc. Donc là, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il va retourner pour chaque commit, il va vérifier s'il existe. S'il y a déjà un commit qui existe, il n'a pas besoin de le recréer. Ok, donc ici, pour chacun des commits, on va devoir les analyser. Donc comment on les analyse? On va exécuter tout simplement la fonction cloc. Donc on va faire, hop, copier notre petit bout de code. Ici, on va créer une fonction analyze, par exemple. On va faire une fonction analyze et on va faire un DD de stats ici. Ok, très bien. Là, on est bon. Ici, on est bon. Et du coup, dans notre fonction ici, on va pouvoir juste faire commit analyze.
Donc on analyse le commit pour faire toutes les statistiques dont on a besoin. Et ici, dans notre commit, on va faire un shell exec. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre. On pourra utiliser vraiment une bibliothèque faite pour faire des shell exec après. Pour le moment, ça a bien fonctionné. On va récupérer le chemin vers le repository. Donc, on va faire this repository path. Alors, le chemin, c'est quelque chose que je calcule régulièrement. Donc, du coup, je vais créer un attribut dynamique avec ça. Je ne suis même pas obligé du coup de créer la variable. Donc, je vais faire cd ici, tac, repository path. Et ensuite, cloc, JSON, je vais enlever ça. Et normalement, ça devrait me donner le bon résultat. Il nous reste deux choses à faire. La première, c'est créer la relation. Donc la relation, ça va être la relation inverse. Donc repository, return this belongs to repository, class. Donc là, c'est bon. Donc on a créé notre relation. Et ensuite, dans notre repository, on va créer un attribut dynamique. Donc public function get path attribute. Et ça va nous renvoyer le chemin. Ça va faire ce petit travail là et du coup, on n'a plus besoin de ça. On va pouvoir ici mettre à la place de $path aux trois endroits, on pourra faire juste this path. Donc ça, c'est parfait. On n'a plus besoin plus trop de problèmes à ce niveau-là. Faire this path. Donc ça nous simplifie un peu le code. Et dans notre commit, du coup, on peut utiliser ce path pour faire un CD dans le bon dossier et ensuite exécuter la commande cloc. Ok. On pourra réessayer. Est-ce que vous avez des questions déjà sur comment ça fonctionne? Est-ce que tout fonctionne bien toujours? Est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes? Le son n'est pas bon, il y a de l'écho. Ah, c'est possible, parce que j'ai pas de mousse et ce genre de choses chez moi, donc à terme, un jour, peut-être. Donc là, on voit les statistiques. Alors, je vais zoomer un petit peu. On voit les statistiques de Laravel/Laravel sur le premier commit. Donc, on voit qu'il y a du PHP, donc il y a 1220 lignes de PHP. Il y a du Markdown, il y a 169 lignes de 1080 lignes de PHP, 169 de Markdown. Il y a du JSON, il y a des fichiers Blade, il y a des fichiers XML. Il y a du JavaScript, du SAS, etc. Donc là, on voit un petit peu tout ce qui est fait dans Laravel/Laravel. Donc c'est parfait, on va pouvoir tester un petit peu tout ça. Ensuite, on va récupérer, là, le format JSON. Ce qui nous intéresse, c'est de récupérer un tableau plutôt qu'un objet. Ce sera plus simple à gérer. Alors, je ne sais plus si JSON Decode permet de décoder directement dans un tableau. Oui, ASOC. Donc c'est un tableau associatif à la place d'un objet. Donc ça nous arrange un petit peu parce que ce sera un peu plus simple pour nous à gérer un tableau associatif plutôt qu'un objet. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, vraiment, on a notre tableau associatif. Effectivement, on va pouvoir analyser tout ça. Ok. Très bien. Alors, on va unset plusieurs choses. On va unset stats, le header qui ne nous intéresse pas. Et on va unset également le sum qui ne nous intéresse pas. Donc on va unset ces deux clés spécifiques. Et puis tout le reste, c'est des langages. Donc on va pouvoir les stocker. PHP, Markdown, Blade, JSON, XML, JavaScript, Vue.js Component, SAS et CSS. Donc c'est tous des langages. On voit tous qui sont à 4 de tableau de 4. Sum et header, c'est un peu spécifique. Donc on va les exclure un petit peu. Ok. Ensuite, du coup pour chacun de ces langages, donc en excluant header et sum, on va devoir les enregistrer l'information. Donc pour ça, on va devoir avoir un nouveau modèle, une nouvelle table. Donc on va créer un nouveau modèle. Et là, la question se pose, comment on nomme notre modèle? Donc pour moi, c'est les informations sur un langage. C'est les informations sur un langage. Language information. Pourquoi pas? Language information avec une migration. Bon. On va faire ça comme ça pour le moment. C'est marrant parce que language information. Il me semble que information est toujours au singulier. C'est un variable en anglais. C'est marrant que ce soit pas dans les exceptions de Laravel. Donc si je vais dans ma migration language information, je vais renommer un petit peu tout ça pour enlever le S.
Peut-être que je fais une faute d'anglais, mais il me semble bien que c'est un variable. Donc, language information, il y aura un identifiant, ça me dérange pas. Il y aura une chaîne de caractères qui sera language ou name juste. Name et number of lines. Ça, on va mettre un index dessus parce que ce sera quelque chose qui sera qu'on fera souvent des requêtes dessus pour récupérer seulement le PHP, seulement le CSS, ce genre de choses. Là, je vais peut-être mettre language name. Hein. Ouais, je vais peut-être mettre language name. Ok, et number of lines, ça sera un integer. Même un unsigned integer, parce qu'on ne peut pas avoir un nombre de lignes négatif. Number of lines. Très bien. Ensuite, ici, je vais pouvoir faire un for each de stats as language name flèche language information ou language stats. Et pour chacune, on va créer donc this language information create comment on sait si on l'a déjà fait ou pas? Je dirais bien qu'on supprime tout et qu'on recrée tout à chaque fois, au cas où si Clock a une mise à jour et qu'elle nous redonne des bonnes informations. Je pense que ça serait peut-être intéressant. Ici, on a oublié d'ailleurs, hop, je viens d'y penser, on a oublié le commit hash, qui sera un stable foreign commit hash references hash on commits. Donc ça sera notre clé étrangère. Puisqu'on associera cette information à un commit ici. Donc la question c'est est-ce que je supprime tout et je recrée tout ou est-ce que je pense que supprimer tout et recréer tout est pas une mauvaise idée. Je peux faire un language information delete, je supprime toutes les informations et je remets les nouvelles informations avec la nouvelle version de Clock. Après, dans les faits, il ne faudrait pas qu'on relance Analyze, il faudrait qu'on fasse une guard tout au début en mode si c'est déjà été fait, ne le refais pas. Ok, donc ici, on va pouvoir ensuite faire un this language information create et on va lui passer certaines informations. Donc on va lui passer le language name qui sera language name et on va lui passer number of lines qui sera language stats et ici c'est, si on regarde par exemple pour CSS, ce sera code. Hop, si je reviens ici, code 21, donc c'est code, pas command, pas blanc, donc c'est code qui nous intéresse. Ouais, oui, on peut utiliser les collections Laravel, on peut le transformer en collection Laravel et après utiliser forget par exemple. C'est une bonne, ça pourrait être une bonne idée. Le fait que concept fonctionne bien pour le moment. Voilà, même chose, j'aimerais bien avoir un proof of concept assez rapidement et ensuite remanipuler le code parce que c'est pas propre, c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire. Vraiment, il y a plein de trucs qu'on pourrait simplifier, rendre plus lisible, etc. Ok, il faut qu'on crée cette relation maintenant. On a une relation public function repository, donc public function language information. Return this as many language information. Alors là, on va sans doute devoir passer des paramètres supplémentaires parce que Laravel ne va pas comprendre que c'est commit hash, etc. Je pense qu'il y a des trucs qu'il ne va pas tout à fait apprécier. Il s'attend à avoir underscore ID, etc. Ce n'est pas le cas. Donc je pense que ici par exemple ce sera commit hash si je dis pas de bêtises dans l'ordre et le deuxième ce sera hash, je pense. Le deuxième je suis pas sûr qu'il soit nécessaire parce que vu qu'on a mis en primary key ici, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais on va voir. Donc on va déjà mettre le commit hash et le nom de la colonne étrangère. Donc là on va pouvoir faire ça, là on va pouvoir faire le create. Il me reste plus qu'à mettre mon protected guarded à rien du tout comme d'habitude pour pas m'embêter avec le fillable. On va pouvoir tester ça, voir ce que ça donne. Tac, je nettoie un petit peu les choses. Ça va nous renvoyer un language information.
Tac, tac, tac. Et on va pouvoir faire un DD de language information pour voir déjà si on a bien inséré tout ça, si ça fonctionne bien correctement. Ok. Réactualisons ça. Voyons déjà si on a une erreur. Je pense qu'on va avoir quand même une erreur. Ça m'étonnerait que ça fonctionne du premier coup. Effectivement, on a une erreur. Alors, no such table. C'est pas une erreur difficile à résoudre. On a juste oublié de faire migrate. Ok. Alors d'ailleurs, j'ai pas... Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné parfaitement. Attribute, on a bien le commit hash, on a bien le nombre de lignes de PHP qui correspondent, donc 1081 lignes de PHP sur ce commit. Donc ça me paraît correct. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça. En fait, quand on récupère une relation, donc quand je fais this language information comme ça, sans les parenthèses, je récupère la liste des language information. Je récupère la liste des modèles liés. Quand je fais les parenthèses, je récupère un query builder. Un query builder, du coup, avec un where qui me récupère que les choses. Donc, si je fais avec un get ici, eh ben, je vais récupérer la même chose que si j'avais mis aucune parenthèse. Voilà, ça va récupérer la même chose que ça. Mais ça nous permet de rajouter des where supplémentaires. On peut rajouter des where supplémentaires vu que c'est un query builder. On peut aussi faire des updates. Par exemple, à la place de faire un get, on pourrait mettre à jour toutes les informations, tous les modèles liés à ce modèle-là. Et même ce que je fais ici, c'est-à-dire que je fais un delete, c'est-à-dire que je vais supprimer tous les modèles liés spécifiquement à ce commit. Donc je ne supprime pas toute ma table. Je supprime uniquement ceux qui sont liés à ce commit grâce à la relation Laravel. Donc c'est vraiment assez puissant. Ok, à ce niveau-là, donc je pense que c'est bon. On va pouvoir le laisser faire son travail. À ce niveau-là, je vais faire un this fresh language information. Donc ça serait juste pour tester un petit peu. Une fois qu'il a enregistré tout, est-ce qu'on a bien tout qui s'affiche? Touk, touk. Et tes deux micros n'enregistrent pas la même fréquence. J'ai qu'un seul micro. Et il y a des gens qui disent que le son est bon. Le son n'est pas bon. Ah, est-ce qu'il y aurait un... Mes deux micros n'enregistreraient pas à la même... J'ai pas deux micros déjà. J'ai qu'un seul micro. Tout le monde a ce problème-là? Tout le monde a le problème avec le micro? La qualité de son est très mauvaise. Je pense plutôt que c'est une qualité de l'enregistrement, enfin du live. On verra à l'enregistrement si l'enregistrement est bon. Alors là, par exemple, on a fait un bug. Donc, je reprends. Dites-moi si ça fonctionne toujours pas le micro et s'il y a un problème. Parce que là, je vois pas. J'ai qu'un seul micro de toute manière enregistré. Donc, je vois pas comment mon autre micro pourrait interfacer. Ok. Je pense que c'est plutôt une qualité de connexion Internet plutôt que de micro. Donc là, on a fait une petite erreur. Par exemple, on voit que j'ai qu'un seul language information. Ok. Qu'un seul language information, j'ai que CSS qui est le dernier de la liste. Alors pourquoi ça? C'est une erreur toute con. C'est-à-dire que le delete, je l'ai fait dans le for each. Donc on va le faire à l'extérieur du for each, avant le for each, et ensuite on va réinsérer tout ça. Et normalement, du coup, on aura toutes les informations. Donc c'est une petite erreur, toujours. Pas mettre les choses dans le for each. Et là, on a bien nos 9 langages qui sont bons. Donc si on prend le premier, ce sera PHP avec 1080 lignes de code, etc., etc. Donc là, ce sera Markdown avec 169. Voilà. Donc on a la liste de tous nos langages. Donc on a quand même bien avancé. Là, ça fait 1 heure et on a enregistré toutes les informations en base de données. Donc on a fait la première partie en fait qui est un petit peu complexe. C'est d'enregistrer en base de données. Donc je vais enlever ces DD là qui me gênent. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à afficher en base de données les choses. Donc si je reviens maintenant ici, on va peut-être commencer à return une vue. Ouais, on va commencer à return une view, je pense. On va return une view repository.show. Et on va lui passer le repository. Hop. Tac, je vais créer cette vue. Resources, views, new folder, repositories. D'ailleurs, je vais mettre au pluriel plutôt. Comme c'est la convention, on va dire.
Et ici, on va pouvoir commencer à travailler sur le repository. Hop. Pour l'instant, je vais juste mettre repository URL et ça sera tout. Ok. Donc, on va relancer. Cette fois-ci, ça va être un petit peu plus long parce qu'il va exécuter les CLock sur tous les commits. Et donc ça, je pense que ça va être rapidement trop long à faire. Et donc du coup, on va peut-être devoir commenter une ligne en attendant de mettre un système de cache un peu plus performant. Donc je vais peut-être juste commenter la ligne pour garder la chose facile et utilisable. En fait, c'est ce for each là qu'on va faire plusieurs fois, alors qu'en réalité, on pourrait le faire qu'une seule fois. C'est marrant, j'ai un fichier qui se crée, en fait, le CLock, j'ai l'impression de créer un fichier à chaque fois. Et ça a fait bouger mon truc. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire, alors une fois que ça sera fait, le premier passage, je vais dire que si on a le nombre de commits qui va bien, on n'a plus besoin de refaire toute cette partie-là. Parce que ce ne sera pas nécessaire de le refaire. Pour l'instant, après, on va s'attaquer à la partie visualisation, une fois qu'on aura fait la partie, la sauvegarde. D'ailleurs, ici, on peut simplifier les choses. On peut utiliser les higher order proxy, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça. Voilà. On peut dire juste analyse chacun des commits. Donc, ça se lit un peu à l'envers, mais c'est plus lisible et plus facile d'écriture. Ensuite, comment on peut simplifier ça le temps que lui travaille? Tac. Ici, est-ce qu'on pourrait faire simplifier quelque chose? Non, j'ai pas l'impression qu'ici, à part vraiment faire des grosses modifications, est-ce qu'on peut faire des petites modifications? Ça n'a pas l'air... Non, on va pouvoir commencer à travailler sur le show. Essayer déjà penser comment on va faire les choses. Donc, comment on va faire les choses? Ce que j'aimerais bien afficher, c'est déjà du HTML. Tac. Avec un H1. On va pas s'embêter pour le moment. On va pas faire non plus du design de fou. On va juste afficher le repository URL. Et ensuite, on va pouvoir faire un for each de repository commits as commit. Hop. Alors, petite notification. Le son est bon, a priori. Bon. Oups. Le son est bon. Ok. Alors, ça continue à travailler. Donc, vous voyez... pas quelque chose qu'on peut faire vraiment en temps réel. Il faudra vraiment qu'on utilise des queues pour simplifier tout ça. Ensuite, ici, on va afficher du coup plusieurs choses. Donc ça va être des lignes. Je vais mettre un div quand même autour. Et sur chacune des lignes, alors on pourrait faire un tableau, on pourrait faire des choses comme ça. Pour chacune des lignes, on va récupérer... Tac. Pour chacune des lignes, on va afficher déjà le commit message. C'est le premier point. Alors, le commit message d'un côté. Et de l'autre côté, on va avoir ici le nombre de lignes. Donc avec les différents langages, en fonction des langages. Comment on récupère le nombre de lignes? On va refaire un for each de commit repository, dans language information, as language information, and for each. Et donc là, on va afficher language, language information, language name. Et on va afficher le nombre de lignes de code. Alors ça sera assez moche pour le moment. Après, il faudra faire des barres de couleurs, ce genre de choses. Ça sera un peu différent. Voilà. Ça sera... Ah, je vois qu'il a arrêté de... Ah non, si ça continue. Il continue à travailler, ce petit localhost. Je me demande si je vais pas de timeout à un moment, mais bon, on va bien voir. Ok, donc ce show.blade.php correspond à ce que je veux. Ce que je vais faire rapidement, le temps que ça calcule, c'est qu'on va mettre Tailwind CSS, parce que j'aime beaucoup Tailwind CSS et que c'est vachement pratique pour faire du design rapidement. Donc on va installer Tailwind CSS.
Je vais même pas m'embêter avec Laravel Mix, je vais juste le mettre ici. Comme ça, on va pouvoir directement l'utiliser. Alors, quelles sont nos prochaines problématiques? Notre prochaine problématique, c'est que pour afficher, si je vous remonte le résultat final, donc, en fait, on voit ici que, par exemple, Blade, cette ligne-là, elle va prendre toute la place. Donc, on a une fixed width ici pour le message des commits, donc on a une fixed width ici. Et après, on va prendre toute la place. Le truc, c'est que PHP, on a, je sais pas, 10 lignes de code. Là, on en a 3, là, on a 2, et là, on a 1. Et ça, cette longueur totale, c'est le maximum, c'est le total maximum par commit. Alors, c'est là qu'on commence à avoir quelque chose qui est un petit peu plus complexe à calculer. Parce qu'il va falloir qu'on calcule le total pour chaque, pour un commit, il va falloir calculer le total. Comment faire pour calculer le total des language information? Parce qu'on a plusieurs language information, il va falloir qu'on fasse le total de number of line. D'ailleurs ici c'est language name comme ça. Il va falloir qu'on fasse le total, la somme des number of line pour récupérer, on va dire, le nombre de lignes totales, le maximum. Et ensuite pour faire un ratio en fait, en proportionnel, pour qu'on ait un pourcentage et qu'on puisse afficher des barres qui sont en pourcentage correct. Ça c'est un premier point. En fait, je pensais le faire manuellement, on va dire avec un div manuellement. On pourrait aussi utiliser la bibliothèque que j'ai utilisée pour ce que j'ai fait moi du coup, le total là, qui est une bibliothèque qui permet d'afficher des charts. Mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple en fait. Est-ce que ce sera beaucoup plus simple? Je suis pas sûr. Alors lui, il calcule toujours. Bon. Ici, ça va être une classe flex. On va commencer à essayer d'imaginer un petit peu la chose. Là, ça fera aussi une classe flex. Là, ça sera une classe pour le commit message, ça sera une taille width 64, donc ce sera une taille fixe. Ensuite, les uns seront en dessus des autres, donc ça c'est parfait. Ici, ce sera une classe flex, parce qu'on aura plusieurs divs à l'intérieur. Donc on aura un div qui aura une couleur. Alors là, il va falloir aussi trouver comment on trouve une couleur par rapport à la langue utilisée. Donc il y aura un background color qui va bien. Donc j'imagine qu'on aura language information color. Donc ce sera aussi un attribut ici. Donc ce sera la couleur de la langue utilisée. Ensuite, on va avoir une hauteur fixe. Donc la hauteur de ce div sera fixe. Il sera vide, hein, ce sera juste une barre, on va dire donc une hauteur de 6 par exemple. Et par contre, la longueur du truc, c'est ici où on va avoir par exemple 10% en fonction du nombre de lignes de code. En fait, ce pourcentage, il sera calculé en fonction du nombre de lignes de code. Mais pour ça, il nous faut la taille, le maximum complet. Ça calcule toujours. On aurait peut-être dû choisir un repo un peu plus petit pour commencer. Ça aurait peut-être été plus simple, mais bon, c'est pas très grave. On a commencé comme ça, on verra après. Parce que là, il va peut-être calculer pendant longtemps. Je sais même pas à combien il en est en fait. Je sais pas si je peux récupérer. Je sais pas si je peux récupérer rapidement le nombre. Bon, on va le laisser calculer pour le moment. De toute façon, on a des trucs à réfléchir. On peut parler par exemple de la language color. Ça, c'est un truc intéressant à calculer. Language color, comment on va calculer la couleur? Donc si je vais dans language information, ici on va voir un tableau de couleurs et on va associer PHP à une couleur. On va associer CSS à une couleur, etc. etc., etc. Pour choisir des couleurs correctes, ça va être une question un petit peu bizarre. On va choisir des couleurs ici. Par exemple, le Markdown, je le vois bien en gris.
c'est bien dans des outils de visualisation d'avoir des couleurs qui sont cohérentes. Par exemple, php.net. Hop, qu'est-ce que PHP? On va pas réinventer une couleur pour PHP. On va juste faire examiner l'élément, hop, pipette. Voilà, on va prendre la couleur de PHP. Et ça permet dans les outils de visualisation d'avoir quelque chose de vachement plus naturel, en fait. De ne pas trop se poser la question de ce qu'on est en train de faire, etc. Voilà, quand on voit la couleur, le violet de PHP, c'est le violet de PHP, quoi. Il n'y a pas de 10 fois, enfin, il n'y a pas 10 violets différents pour PHP. C'est toujours le même. Et quand on l'aperçoit, même s'il est en dehors du contexte, on va comprendre tout de suite que c'est PHP. Donc ça aide à la compréhension. Même chose pour Vue.js. Si vous voyez ce vert de Vue.js, vous voyez que c'est Vue.js, quoi. C'est pas autre chose, c'est pas React. Voilà. Si vous voyez le bleu de React, vous allez comprendre. Donc on va faire la même chose pour les composants Vue.js. Pour le JavaScript, je crois qu'il y a un icône, il y a voilà, ce jaune là, voilà, ce jaune de JavaScript que je cherche. Examiner l'élément, tac. Pipette, voilà. Le jaune de JavaScript, c'est quelque chose qui est connu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je peux récupérer language information? On va faire query, select language name distinct. Alors là, je tape une requête à la main. Ouais, parfait. Hop, on a encore Sass. Donc on a du Sass, du CSS. Je ne sais pas si Sass a vraiment une couleur prédominante. Ouais, ils ont une sorte de rose là un petit peu. Donc voilà, on va faire ça pour toutes les couleurs, ça sera fait. Et puis après pour celles qui n'ont pas vraiment de couleur, on prendra ce qu'il faut en fonction. Pipette. Donc pour Sass, c'est ça. Ensuite, on a Blade. Alors Blade, on va mettre la couleur de Laravel, je pense. Parce que c'est lié à Laravel et PHP, on a déjà une couleur différente. Donc on va prendre la couleur de Laravel. Hop, laravel.com. Je connais pas par cœur la couleur de Laravel. C'est honteux. Hop. Il nous reste quoi d'autre? On a Blade, CSS. CSS, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une couleur qui nous fasse penser au CSS. Est-ce qu'il y a vraiment une couleur qui fasse penser au CSS? Un bleu comme ça, peut-être? Ouais. On peut utiliser ce bleu-là. Donc CSS, JSON, même chose, c'est un peu comme le Markdown. Je vois vraiment pas de couleur. Je vois vraiment pas de couleur pour le JSON parfaitement. Donc on va prendre une couleur de Tailwind, n'importe laquelle. Je sais pas. Un jaune un petit peu light. Ça fera penser un peu à JavaScript. Sass, PHP Markdown, JavaScript, je l'ai fait. JavaScript, je l'ai déjà fait. C'est bon. Vue.js Component, je l'ai juste mal écrit. Vue.js Components, je l'ai mal écrit. Et il reste XML qui est la même chose. C'est un peu comme Markdown. C'est une couleur un peu. Voilà, on ne sait pas trop. Et on va le mettre pour mettre un autre gris. Voilà, on va mettre un autre gris. Alors bien sûr, ce que je pense faire, c'est avoir cette liste-là pour les langues, on va dire, connues. Après, il faudra rajouter Python et tous les autres langages qu'on connaît, enfin qui sont utilisés, on va dire, couramment. Et après, avoir une liste de couleurs, on va dire un petit peu, tout un panel de couleurs qu'on va piocher au hasard pour ceux qu'on ne connaît pas. Parce que bien sûr, on ne pourra pas tout faire. Si on regarde la librairie CLoc, elle gère plusieurs centaines de langages. Non, c'est pas ça. Count Line of Code, c'est celui-là. Je ne sais pas combien de langages elle gère, mais je ne sais pas s'il y a une liste. Mais vraiment, il y a beaucoup de langages qui sont gérés par CLoc. Voilà, regardez la liste des langages, je crois. Non, c'est pas ici. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être Assembly, HTML, JavaScript, Pascal, DOS, Bash. Enfin bref, il y a plein de langages, donc on ne peut pas tous les faire. On ne pourra pas tous trouver une couleur spécifique. Donc on va juste mettre la liste des couleurs comme ça. Donc ensuite, on va créer un attribut, getColorAttribute. Ou alors languageColor. Hop, getLanguageColorAttribute. Et là, on va return self-colors de this language name. Donc on va récupérer la couleur qui correspond au nom du langage. Ok, donc si on revient dans Show, background color, là on peut mettre language color. Et du coup, on a déjà notre couleur de fond qui sera mise. Ensuite, il faut qu'on gère la taille. Alors comment on va gérer la taille? Il va falloir qu'on récupère le commit avec le plus de
le commit avec le plus de lignes de code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans commit, ici, on va créer un nouveau get number of lines attribute. Et ça, ce sera la somme de tout ce qui, de toutes nos language information. Donc ce qu'on va faire, c'est this language information. Et là, on va faire un sum de number of lines. Donc ça, c'est pratique avec les collections Laravel, c'est qu'on va pouvoir faire des sommes assez facilement là-dessus. Et bien sûr, ça serait mieux quand même de le faire en SQL. Je pense qu'en SQL, ce ne sera pas trop compliqué à faire et ça optimiserait vachement les performances. Donc à ce niveau-là, ce sera plus pratique. Et ensuite, on va pouvoir du coup dire max égale le max number of line est égal à repository ou plutôt commits ou plutôt repository. Hop. On va quand même repartir du commit parce qu'après on va commenter tout ça, donc ça sera pas plus facile de récupérer. Et là on va faire le max de number of lines. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. On a appelé ça get number of lines attribute qui nous donne le max, enfin qui donne la somme, et du coup ensuite dans notre contrôleur on va pouvoir récupérer le max de number of lines. Et normalement ça devrait nous récupérer le bon résultat. Il ne nous reste plus qu'à le passer à la vue. Et après ici on va pouvoir l'utiliser. Donc ici on va faire language information et on va pas pouvoir utiliser comme on l'a fait ici un attribut un simple attribut. On va devoir le faire avec une avec une fonction. On va faire get width in percentage et on va lui passer le max number of lines. Ouais. On va lui passer ça pour qu'il puisse calculer son pourcentage par rapport à ce qu'il est lui. Du coup, dans repository, non, dans language information, on aura une fonction qui va s'appeler, j'ai déjà oublié comment je l'ai nommé, get width in percentage. Qui va prendre le max et qui va return du coup this number of lines sur max. Et vu que c'est un pourcentage qu'on veut, on va multiplier ça par 100. Ok. Donc ça, normalement, ça devrait fonctionner correctement. Il nous reste juste à mettre le pourcentage derrière. Et normalement, si on n'a pas fait de bêtises, ça devrait fonctionner tout seul. J'en doute, mais ça devrait fonctionner tout seul. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait un moment que j'ai pas entendu des gens. Est-ce que ça continue à fonctionner? Ça a l'air, mais je suis pas sûr. Bon. Ok. Sinon, il y aura l'enregistrement. Je crois que j'enregistre en même temps avec OBS le fichier, donc je pourrais le re-uploader sur YouTube de qualité correcte, on va dire. Donc lui, il continue à calculer et ça commence à m'embêter un petit peu parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va terminer. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va réussir à terminer. Est-ce que je pourrais avoir calculé ça? On va pouvoir montrer un petit peu de SQL avec Eloquent. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les commits. Je vais faire une requête sur les commits where donc il y a une fonction qui s'appelle whereas pour vérifier si un commit a des éléments. Whereas ici pour vérifier s'il a une relation. Ici. Et on peut ici utiliser doesn't have. Donc je vais faire doesn't have. Je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé language. Comment je l'ai appelé ma relation dans commit? Ok. Je l'ai appelé juste language information. Donc on va récupérer tous les commits qui n'ont pas ça. On a fait 84%. Donc voilà, donc là on peut savoir facilement grâce à cette petite requête SQL très rapide. Donc je récupère les commits qui n'ont pas encore de language information, je les compte et je divise par le nombre de commits que j'ai dans la base de données.
Et donc ça me donne le pourcentage de commits qui sont actuellement traités. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Ce qui est bizarre, c'est que là on a régressé. Ah oui, non, ça veut dire qu'on n'a pas fait... Ah oui, non, donc en fait on va devoir arrêter. Ça veut dire qu'on n'a fait que 15% en fait. C'est l'inverse. Qui est du coup, c'est pas beaucoup. On n'a fait que 15% des commits. Du coup, on va devoir s'arrêter là pour ce projet-là. Je pense que ça va pas fonctionner. En plus, on a des erreurs. Où est-ce que c'est SPL autoload. Qu'est-ce qu'on a? Non, je pense que c'est une erreur qu'on avait avant. Ok, je vais quitter mon fichier PHP. Je vais faire un kill de PHP pour être sûr qu'il ait tout quitté. On va relancer PHP Artisan Serve et on va utiliser un projet un peu plus petit. Alors, un projet un peu plus petit. Est-ce que vous avez des idées de projets un peu plus petits? Si ça fonctionne toujours, si des gens m'écoutent encore, je ne sais pas. Faites un signe si ça fonctionne toujours. Un projet un peu plus petit, bah, on peut utiliser par exemple un de mes projets. Ce n'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme petit projet que j'ai? Got it. On va pouvoir utiliser celui-là par exemple. On va essayer de voir si ça fonctionne. Alors là, il faut le temps qu'il le clone, qu'il analyse tous les commits. On va voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné. Vous voyez, ça a été assez rapide parce que bon, il n'y a pas beaucoup de commits, hein, il y a 10 commits, donc il les a analysés assez rapidement. On ne voit pas par contre les choses, on ne voit pas les... Comment je vais faire ça? Hop. Donc ici, on voit le width 64. Et ça, à l'intérieur de ça, j'ai rien du tout. Il n'y a pas de language information. Alors pourquoi? Je pense que c'est une petite erreur. Commit language information. Pourquoi il n'y en a aucun? Pourquoi il n'y en a aucun? C'est ça qui est bizarre. À l'intérieur de ça, il devrait y avoir quelque chose. Donc si je fais language information language name pour voir si ça fonctionne. Alors juste du coup ça va tout me recréer. Bon tant pis. C'est pas plus long. Ah, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a juste un petit souci de... Ok, donc ça c'est bon. Donc on a bien PHP qui est là, Markdown qui est là, JSON qui est là. Ok, je pense juste que c'était un problème de taille. Ici on doit mettre en width full. Et voir si ça fonctionne. Ça va le mettre à width 100%. Et normalement, ça devrait nous afficher les bonnes choses aux bons endroits. Voilà. Donc là, on a le pourcentage. Bon, le problème de ce truc-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de... On va mettre une petite marge entre les différentes lignes. Le problème de ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de variations dans ce projet-là. Tac, tac, tac. Si j'enlève... Je vais nettoyer un petit peu tout ça. Repository show. On a rajouté une petite marge. Et ici, dans notre repository controller, je vais commenter tout ça. Parce qu'on ne va pas les réanalyser à chaque fois. Ça ne sert à rien. Ça sera plus rapide comme ça. Ok. Donc là, on affiche les bonnes choses. Par contre, c'est un projet qui n'a pas beaucoup de variations, on va dire, de contenu. Voilà, il n'y a qu'un seul commit, ça ne va pas nous aider. Il faudra un petit repository. Je me tâte même à en créer un à la main, rapidement, histoire d'avoir un truc qui fonctionne. Est-ce que lui, il n'a pas beaucoup de commits? Ah, lui, il n'a que 26 commits. Non, c'est peut-être Beyond Code, il est peut-être plus. 44 commits, ça devrait être assez rapide, ça. Hop. Et peut-être qu'il a plus de variations. Parce que pour le moment, on ne voit pas trop de... Ah bah du coup, j'ai pas analysé. Alors, il va falloir que je redécommande ça. C'est un petit peu problématique. Bon. Donc, analyser 44 commits, ça devrait être assez rapide. Et peut-être que eux, sur leurs commits, ils ont eu des variations un petit peu plus sensibles.
Parce que pour le moment, sur mon commit à moi, je pense qu'il y a peut-être un ou deux commits de différence et on ne voyait pas les différences. Vue.js Laravel, quelqu'un qui me donne un truc. 121 commits, c'est peut-être un peu long. Je peux essayer. Après, on va voir si celui-là, il génère quelque chose de correct. Déjà, on voit 44 commits, ça commence à devenir un petit peu long. Donc peut-être pas. En attendant, je vais créer un repository. Test code d'évolution. On va créer un nouveau truc, créer un nouveau repository Laravel. Ok, on va aller dans cd test code évolution, à faire un git init, git add.gc, hop, initial commit, php artisan make auth. Ça va créer toutes les vues. Make auth. On va voir un petit peu ce que fait make auth au niveau des variations. Mais normalement, ça devrait faire varier un peu les choses. Ok, on va voir déjà comme ça si ça fonctionne. Je vais aller... C'est marrant que la première fois, ça fonctionne pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a juste un... C'est juste qu'il faut rafraîchir parce que là, j'ai pas fait un... fresh commits. Parce qu'il a mis en cache les commits et du coup, il les affiche pas la première fois. Ok. Alors, ça fonctionne toujours pas. Fresh commits max, each analyze, repository fresh commit max. Pourquoi ça n'affiche rien du tout ici? C'est un peu bizarre. Div class flex, c'est vide. Repository, si j'affiche repository commit language information, je récupère le premier commit et il n'y a pas de language information. Donc ça a dû planter au niveau de cloc, ce qui est un peu bizarre. Pourquoi cloc a planté? On n'a pas fait de bêtises dans le commit ici. Ça me paraît pas problématique. Alors, repository, on va débugger un petit peu ce problème-là parce que c'est un petit peu bizarre. Donc on a nos 3 repositories ici. On va faire repository find le numéro 3. On est bon. On va récupérer les commits. Donc il y a un certain nombre de commits, d'accord? On va récupérer le premier. Très bien. Et si je fais analyze ici, normalement, une fois que je récupère... Ok, donc c'est le analyze qui n'a pas fonctionné, on va dire. Parce que là, ça a l'air d'avoir fonctionné, d'avoir les bonnes informations. Ici, maintenant, on a les bonnes informations. Donc il y a eu un petit couac. Peut-être qu'on n'avait pas enregistré le décommenter, commenter. Bon. Ce que je voulais faire, moi, c'est créer un nouveau repository. New repository. On va l'appeler test code d'évolution. Très bien, ce sera un repository public. Très bien. On va push. Ok, on va le push sur GitHub. Et on va pouvoir le tester tout de suite du coup. Ok, ici c'est bien décommenté tout ça, donc je peux aller sur mon localhost et on va tester avec ce projet. Alors j'ai un DD qui traîne. Voilà, donc là on a bien les bonnes choses. Le problème c'est que le make auth, on ne voit pas de différence entre le make auth et l'initial commit, ce qui est un petit peu suspicieux on va dire.
Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire commits, load language information, et on va les caster to an array pour avoir plus d'infos. Donc on a 2 commits qui ont tous les deux 8 langages. Par exemple, en PHP, on a 110 lignes et 400 lignes de Blade pour le premier. Et là, on a 110 lignes et 400 lignes de Blade. Alors, je viens de comprendre d'où venait le problème. Le problème vient du fait que, en fait, on analyse toujours le dernier commit, ce qui est un petit peu con. La commande clock, ici, l'analyse, en fait, à chaque fois, on est dans le repository et comment dire, est au bon, et n'est pas changé de lieu en fait. On est toujours sur le dernier. Le clock qui s'exécute sur le repository qui est checkout. Si on regarde sur mon index.php ici, à chaque fois je fais un checkout de la révision du commit. Et c'est ça qui nous manque en fait. Donc dans chaque commit, quand on fait l'analyze, avant de faire le shell exec, on va faire wc checkout. Et là, ça ne sera pas commit révision, ça sera this hash. Donc on va check out d'abord le commit sur lequel qu'on veut analyser et ensuite lancer clock. Donc c'est un petit peu con, ça ne fonctionnait pas, mais bon. Du coup, on peut faire ça maintenant ici et il faut qu'on lui passe, quand on fait analyze, il faut qu'on lui passe le WC. Donc le working copy qui nous permet de faire les checkouts. Ok. Ça devrait beaucoup mieux fonctionner maintenant. Normalement, on devrait réinitialiser tout ça. Donc on a toujours nos 2 commits. Les language information PHP est à 1100. Blade est à 400. Et après avoir fait, on était à 1084 avant et à 82 avant. Donc on est passé de 82 à 400 de Blade et de 1084 à 1100 de PHP en faisant le make out. On va enlever mon DD. Et cette fois-ci, c'est la bonne, ça devrait bien fonctionner et faire le travail comme on le veut. Et là, on voit vraiment la différence. Donc on voit qu'on a pris beaucoup de Blade en fait, parce que toutes les vues d'authentification de Laravel, c'est vraiment beaucoup de Blade et pas beaucoup de PHP pour mettre en place l'authentification. Donc là, on voit vraiment les distinctions entre les différents commits qu'on a fait. Si je réessaye Mattermost PHP par exemple maintenant, donc on va recalculer tout ça. Il n'y a que 10 commits, mais on va recalculer tout ça. Et normalement, là, on devrait avoir des choses différentes. Quand on a des choses trop similaires, généralement, c'est qu'on a eu un petit bug quelque part. Là, ça me paraît mieux au niveau des choses. Et là, on voit vraiment l'évolution aussi de mon projet. Donc, on voit que j'ai pris pas mal de PHP. Le gris, doit être du Markdown. Et le jaune pâle, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être du JSON. À voir. Faut voir ce que c'est qui est jaune pâle comme ça. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on voit l'évolution en fonction de nos différents commits. Donc ça fait 1h30 que je live. Je pense qu'on a déjà bien avancé. On a fait quelque chose qui était assez propre. Je sais pas si... on va peut-être mettre ça en prod. Je sais pas si ça intéresse des gens à tester, on va dire. Ça va peut-être tuer mon serveur à force de faire trop les cons. Mais comme ça montrera aux gens qui veulent mettre en prod quelque chose en Laravel. Ça les utilisera, enfin ça leur montrera comment faire. Et ça ne devrait pas prendre trop de temps à mettre en prod un système comme ça. Alors, comment on va faire ça? Par quoi on va commencer? Premièrement, on va on va créer un commit. On va faire un initial commit. Pour pouvoir mettre en prod avec Laravel, je vous conseille quand même d'utiliser Git. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, je vais aller sur GitLab. Je vais créer, c'est pas dans tout ce que je voulais faire. Je sais même où c'est. On va créer un nouveau projet qu'on va appeler codeevolution.app. Je sais pas si on a le droit de mettre des points. Create project. Alors pour l'instant, ça sera privé le code source, parce que voilà, j'ai envie de voir si ça peut fonctionner, si ça peut me donner de l'argent. J'ai envie de faire de l'argent. On va git remote add origin et on va git push origin. Et comme ça, on va pouvoir voir notre code source sur GitLab. Ok, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ok, parfait. Donc on a notre repo sur GitLab. Maintenant, on va pouvoir se connecter à notre serveur web. Donc là, je suis sur mon serveur web. On va aller dans cd/var/3w. On a plusieurs sites, vous voyez, il y a plusieurs trucs différents.
Et on va pouvoir du coup faire un git clone. Alors on va voir un peu si j'ai pas déjà un git clone qui traîne. Ça a l'air d'être bon. On va éviter de tout supprimer. Voilà. On va supprimer. On va cloner le code evolution.app. Est-ce qu'il faut mettre le point .git à la fin? Non. Peut-être que je n'ai pas les droits, on va dire. Donc il faut que je aille dans ma configuration, en espérant qu'il n'y ait rien de sensible à cet endroit-là. Permission. Vu que c'est un repo privé, il va falloir... Alors, je ne sais jamais dans quoi c'est. Je trouve que c'est pas très très clair dans GitLab les repository, push rule, protected, deploy key. Deploy key, c'est ce que je veux. Donc ça nous permet... d'avoir une clé de déploiement, donc qui va nous permettre d'accéder à nos repositories privés en lecture seule, donc pas en écriture, et du coup c'est un petit peu plus sécurisé. Donc id rsa.pub, la clé publique. Normalement c'est une clé publique, ça ne craint rien. Ici on va mettre adibut.fr, qui est le nom de mon serveur. On va ajouter la clé. J'aurais pu, je pense, ajouter une clé. La clé doit déjà exister en fait. J'aurais juste pu l'activer sur mon serveur. Et ensuite, ici, normalement, ça a l'air d'avoir tourné. On devrait pouvoir clone maintenant. Toujours pas. GitLab, code évolution. Voilà, create habilitar. On va peut-être utiliser celle-là, je sais pas trop. Bon. Voilà, ça plante bien GitLab, en tout cas. Hop, quelqu'un. J'ai l'impression que je parle un peu dans le vide. J'ai l'impression que ça plante. Ça plante. Personne me dit de problème, mais bon, je sais pas. Ok, donc là ça a fonctionné, la deploy key était bonne, on est bon. Donc je peux aller dans codeevolution.app et là je vais pouvoir faire un composer install. Hop, est-ce que j'ai pas un composer install tout seul? Donc sudo -u 3wdata, donc je vais pouvoir composer install avec --no dev pour ne pas installer de dépendance de développement. Donc ça permet de recréer le vendor. Ça c'est le premier point. Okay. Une fois que ça c'est fait, on a téléchargé bien notre vendor. On va pouvoir créer notre... je pense qu'on n'a pas besoin de faire grand chose d'autre. Si le CP de .env.example en .env, le nano de .env. Donc on va utiliser une base de données SQLite. Même en production, ça fonctionnera très bien. Pour faire juste des tests. On va dire que appdebug est false. Et appenv est égal à prod. Production. Ok, on va enregistrer tout ça. On va faire un PHP artisan key generate. Voilà, comme ça vous n'avez pas vu la clé. Bon, même chose, je la redégénérerai après au pire. Donc j'ai régénéré la clé des cookies, même si ça ne sert à rien en fait, parce que les cookies, on ne va pas les utiliser, donc vous ne pourrez rien pirater avec ça. Codeevolution.app, donc j'ai généré le env.example, j'ai fait le composer install. Maintenant, il ne me reste plus qu'à configurer Nginx pour gérer ça. Donc je vais aller dans /etc Nginx ls. Alors, on va aller dans... On va faire un cp de conf.d. Donc là, j'ai plusieurs sites. J'ai formation.conf qui devrait correspondre approximativement à ce que je voudrais faire. Donc on va renommer ça en codeevolution.app.conf. On va nano de conf.d code évolution et on va faire quelques petites modifications. Donc la première chose c'est le server name, ça sera juste
codeevolution.app. On va rediriger vers codeevolution.app en HTTPS. Ensuite, les cert keys, ça, il va falloir que je vois un petit peu où est-ce qu'ils sont. Si je mets le HTTPS, comment je mets mon HTTPS. Le server name, même chose ici, on va devoir renommer ça en codeevolution.app. Ça lag un petit peu en 4G, donc c'est un petit peu... Alors ça, je crois que c'est juste pour rediriger vers le 3W. Vu que je ne vais pas utiliser 3W sur ce site, je peux le supprimer en fait. Ok, donc je n'ai pas besoin d'utiliser le 3W, donc ça c'est bon. Et ici, ça va être vraiment mon truc correct. Ça lag horriblement, c'est assez désagréable. Code évolution. Code évolution, j'ai mal à écrire en plus. Code évolution, donc ça c'est pour les logs, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on voit formation-laravel.fr? Ici, par exemple. Hop. Codeevolution.app. Ok, ça c'est bon. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à voir les certificats. Tac, je regarde s'il n'y a pas des questions. J'ai entendu? Non. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Plus personne me parle. Bon, j'ai encore internet. On verra bien au enregistrement final. Code évolution. Donc on a 2 certificats à générer. Yes, enregistrer ça. On va utiliser acme.sh pour générer les certificats qui vont bien. Donc pour codeevolution.app qu'on va enregistrer ici. Codeevolution.app. J'ai juste mis codeevolution, je crois. Je ne sais plus si j'ai mis le point app ici ou pas. Donc là, acme.sh, c'est un truc qui va générer des certificats SSL gratuitement avec Let's Encrypt. Donc très pratique. Je vous conseille d'aller voir sur le site. Code évolution. Oh merde. Code évolution, j'ai marqué. Pas pratique à taper ce nom de truc. Donc key.pem, cert.pem, reload command. Domain is not valid parce qu'il faut faire, avant de faire le install cert, il faut faire un autre commande que je dois avoir quelque part, qui est la commande issue, effectivement. Alors, on va issue un nouveau certificat. Donc là, ça sera /var /3w /codeevolution.app public, notre dossier public pour le générer. Et le seul nom de domaine dont j'ai besoin, c'est codeevolution.app. Normalement, ça devrait fonctionner pour nous générer un certificat parce que j'ai déjà configuré le nom de domaine pour qu'il redirige vers ce serveur-là. Mais ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas relancé Nginx, je pense. Service Nginx reload. Est-ce que ça va fonctionner là maintenant? Le problème, c'est que j'ai activé le HTTPS. J'ai activé le HTTPS. C'est un petit problème, c'est que j'ai activé le HTTPS alors que j'ai pas de certificat et du coup, je suis pas sûr que Let's Encrypt arrive à accéder au HTTPS alors que j'ai pas de certificat. Il y en a qui sont au taf en même temps et qui travaillent du coup, qui font semblant de travailler. Ok. Toujours un problème, les certificats HTTPS. En fait, le truc, c'est que codeevolution.app, si je vais là-dessus, nous n'arrivons pas à trouver ce site. Il manque le well-known. Non, il n'y a pas besoin du well-known en fait, parce qu'en fait, Acme va automatiquement créer
dans mon slash codeevolution.app public, il va automatiquement créer normalement un well-known, un fichier justement well-known, qui va pouvoir utiliser ensuite pour chercher le truc. Donc normalement, pas besoin de ça. Je pense que c'est plutôt que je ne peux pas accéder à mon site parce que juste Nginx c'est pas redémarré correctement. Service Nginx status. Est-ce que mon status, mon Nginx tourne? Active, loaded, restart. Si je fais un restart, je pense qu'il va planter. Voilà. Si je fais un status, je pense qu'il a planté parce que j'ai mon codeevolution.app qui ne... Ouais, il y a un problème avec le... Je pense qu'il y a un problème avec le SSL. Ah, possible. Ah oui, tu as raison. J'ai oublié de changer ça. Tac, tac, tac. C'est peut-être juste ça. Heureusement qu'il y en a qui m'aident. Hop. Alors, codeevolution.app. Donc ça, c'est la redirection 301 classique vers le HTTPS, qui est peut-être l'endroit où il y a un problème. Parce que là, je redirige du coup, même si le well-known est redirigé vers le HTTPS. Et ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Effectivement, tu as raison. Ici, il y a formation qui continue à apparaître. Comme quoi, la qualité n'est pas si dégueulasse que ça en 4G. On arrive à voir des trucs comme ça. codeevolution.app/public. Ok. Donc ça, c'est déjà mieux. Ça devrait mieux fonctionner. Le problème, c'est que j'ai ce problème de certificat HTTPS qui pose problème parce que je ne les ai pas encore. Et je suis pas sûr que du coup mon Nginx va redémarrer. Nginx status, pour l'instant, il est down. Et il est toujours down parce que il veut pas il veut pas à cause des SSL là. Il veut pas à cause du SSL. Si je commande ces lignes là, voilà, là il redémarre, normal, parce que j'ai commenté le SSL. Donc là, il est load, ok. Oui, effectivement, on peut tester, mais je sais pourquoi il veut pas, en fait. c'est juste que je sais pas dans quel ordre le faire. C'est un petit peu le truc, on se mord la queue, la poule ou l'œuf. Est-ce que je génère mon certificat avant ou pas? C'est toujours problématique. Et je vais réessayer le Hack Me, là. Voir si maintenant mon certificat est correct. Hop. Est-ce que j'arrive à l'issue maintenant que j'ai réussi à redémarrer mon serveur? Ah, non, 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 je suis pas sûr. Nous ne parvenons pas à obtenir... normalement, ça devrait plus nous donner un... c'est toujours problématique. Toujours problématique. Il faudrait pas que je fasse la redirection. Il faudrait que je... Je vais regarder si j'ai pas d'autres confs. Alexandre Jarry. Alexandre, j'ai pas d'autres confs qui prennent en compte ce well-known un petit peu mieux. Est-ce que des gens ont des idées sur... Ouais, il faudrait configurer d'abord sans HTTPS en fait, pour pouvoir avoir le certificat, et ensuite, une fois qu'on a le certificat, du coup, ça fonctionne beaucoup mieux. Sinon, on peut juste faire chez no redirect well known. Je vais juste voir un if à la con en Nginx. On peut faire des if. Voilà. Redirect everything but well known in Nginx. Donc ça, c'est le genre de truc que je cherche. Voilà. Location well known, rien du tout. Here's my config. Ok. Change well known. C'est pas du tout ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Location slash redirect 301. Donc ça, c'est ce que je veux faire en fait.
Sauf que... Bon, il n'y a pas de trucs qui me... Je veux pas redirect le well-known path, je veux redirect tout sauf le well-known path. Je crois qu'avec le petit location comme ça devrait fonctionner. Alors là, je suis pas un expert en conf, clairement pas un expert en conf de Nginx. Vraiment, je copie-colle souvent beaucoup de choses. En fait, on va return un redirect pour tout. Je crois que le petit tilde, ça veut sans doute dire sauf, si les gens peuvent confirmer. On va restart Nginx. On va faire un touch de /var 3w public code évolution public ils sont pas gentils, hein. C'est pas facile quand même. Même avec des outils faciles, c'est pas facile. Ok. Test. J'enregistre. Si je vais dans codeevolution.app /.wellknown. Je me rappelle avoir galéré. Test. J'ai pas vu ce que tu as fait, mais je trouvais ça dans une de mes confs. C'est exactement ce que je veux, je pense. Plus ou moins. Je pense que c'est plus ou moins ce que je veux. Il n'y a personne qui redirige tout sauf well-known. C'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas des gens qui en parlent. How to redirect to HTTPS while serving one directory. Ça, c'est exactement ce que je veux. Voilà. C'est exactement ce que je veux. L'idée, c'est de dire... ok, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement le même problème que moi. Donc on va faire un location well-known. Et on va dire que root c'est /var /3w codeevolution.app /public. Ça me paraît correct. Access log, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et pour tout le reste, est-ce que ça fonctionnerait ça? C'est vraiment de la bidouille, on va dire. Ça redirige toujours. On va essayer avec Acme. Si j'y arrive pas, tant pis. Il faudrait que je refasse en fait il faudrait que je refasse toute l'installation sans le HTTPS et ensuite que je puisse rediriger le HTTPS. Oh, c'est bon, ça a fonctionné. Nickel. C'est parfait, ça a fonctionné. Du coup, je vais pouvoir faire le acme install cert. C'est bon. Nano. Ici, je vais pouvoir décommenter le SSL pour qu'il puisse redémarrer. Donc là, vous voyez, c'est juste ça en fait. J'ai fait location well-known, c'est root le public. Et sinon, location / le reste, c'est 300. A priori, ça a l'air de fonctionner. On va restart Nginx. Oh, encore.
Code évolution. J'en suis sûr que je les ai mis au mauvais endroit. /etc /code évolution /cert.pem et key.pem. C'est nginx-t qui... no such file or directory. Pourtant, j'ai fait un acme install cert keyfile /etc/nginx. No such file or directory. J'ai l'impression qu'il veut que je crée à la main le dossier. Ce qui serait complètement con, mais... Cert.pem, ok. Oh, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ça fonctionne toujours pas, mais ça a l'air d'avoir fonctionné. Status. Mon Nginx a redémarré. C'est marrant, on a codé une application, enfin, on a codé un système qui permet d'analyser des commits Git en 1h30 et on va mettre 1h30 à mettre en place un certificat Nginx qui est un petit peu débile. Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai l'impression que c'est juste un problème de... Ok, c'est juste un problème de DNS. J'ai un problème de... Échec temporaire dans la résolution du nom. Alors ça, c'est encore une erreur. Parfait. Ok, un truc un peu bizarre à ce niveau-là. Je pense que je vais m'arrêter là. Et on va voir si le DNS revient ou si... Parce que ma conf a l'air bonne. Ça marche chez moi. Ton route a marqué code évolution. C'est possible que j'ai marqué code évolution. Code évolution, code évolution. Code évolution. Non, c'est bon, je l'ai corrigé. Et ça marche chez vous, donc oui, c'est juste un problème de Git, j'ai l'impression. Donc maintenant, si je vais sur... Voilà, si les gens peuvent aller sur ce site-là, normalement. Je vous mets le lien. Je mets le lien aussi sur YouTube. Normalement, vous devriez pouvoir voir si vous êtes sur un truc qui fonctionne. Ah, c'est l'air de fonctionner là. Recherche de l'autre? Non, peut-être pas. Mais vous devriez pouvoir voir les statistiques. Si des gens me disent que ça fonctionne. Alors ne lancez pas des gros serveurs, de toute façon ça va planter. Bon, moi j'ai toujours un problème avec mon DNS, mais je pense que c'est juste un problème local. Et c'est pas lié à notre problème aujourd'hui. Je regarde juste si on n'a pas fait d'erreur. Normalement tout est bon, tout est décommenté. Donc ça devrait aller. On peut juste faire un petit... Non, j'ai bien un name server de Google, donc normalement ça devrait poser pas de problème. Ah, j'ai pas créé la base de données. Merci. Effectivement, il manque des choses. Voilà, ma connexion internet est en train de rendre l'âme, donc je sais pas comment vous suivez le stream parce que ça a l'air d'être, même de mon côté, le SSH lag. Donc voilà, mon SSH lag à fond, donc je sais pas si vous ça fonctionne. Donc je lance migrate et normalement
ça devrait fonctionner. Yes. Mon SSH est complètement inutilisable. Ouais, ma 4G fatigue. J'ai l'impression que ma 4G est complètement à la ramasse. Pour ceux qui en entendent toujours... Ok, est-ce que je vais réussir à mettre en production? Ouais, j'ai pas mis ma 4G en train de... Voilà. Mon SSH est en train de laguer aussi, donc je pense que de toute manière on va s'arrêter là. En espérant que ça fonctionne. De toute manière, on va voir si ça fonctionne dans quelques minutes quand je serai revenu sur du Wi-Fi stable. Si je peux mettre en prod ça avec une migration. En attendant, merci à tous ceux qui ont suivi ce live, même si c'est toujours un petit peu capricieux avec quand on n'a pas une bonne connexion chez soi. Le replay sera disponible sur YouTube et je vais essayer de regarder un petit peu la qualité globale du stream. Mais si la qualité est un petit peu basse, je enverrai mon propre enregistrement local qui sera de bien meilleure qualité, qui sera en 1080 et sans lag. Voilà. Donc merci à tous qui ont suivi ce live et s'il y en a qui écoutent, bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain avec ma série e-commerce où j'ai fait pas mal de vidéos et ça va bien se passer. On va faire pas mal de choses. C'est un petit peu plus complexe, mais on va faire pas mal de choses. Donc, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur le e-commerce. Et puis après, le planning habituel. Vendredi, Quantique Laravel. Lundi prochain, Vue.js et API, etc., etc. Et on va continuer comme ça jusqu'à décembre au moins, afin d'atteindre les 1000 abonnés. J'aimerais bien, ce serait cool. Bonne journée tout le monde. Et puis on se revoit rapidement sur la chaîne.